L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Maître William Bourdon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau de Paris, fondateur de l'association anticorruption Sherpa. Si on vous a invité ce matin, c'est pour cette tribune que vous avez lancée il y a un mois avec 44 de vos confrères et qui est toujours d'actualité. Tribune dans laquelle vous dénoncez le sort réservé aux djihadistes français partis combattre dans les rangs du groupe État islamique et aujourd'hui entre les mains de la justice irakienne. Et quel sort la condamnation à mort pour certains d'entre eux. Avant toute chose, William Bourdon, et pour ceux qui nous regardent, comprennent bien une précision sur les chiffres. Combien de Français aujourd'hui ont été condamnés pour terrorisme en Irak? Combien ont été condamnés à mort et combien sont aujourd'hui en attente d'être jugés? Alors, combien en attente d'être jugés, c'est difficile de le savoir, parce que l'Irak n'a pas, à ma connaissance, diffusé comme une statistique comme ça, très précise. Dans ma compréhension, il y a une dizaine de personnes qui ont été condamnées à mort. Il y en a certaines qui sont en risque à nouveau d'être condamnées à mort. Et il n'y a pas de doute sur le fait qu'aujourd'hui, la France a fait des démarches pour obtenir que ces peines de mort soient commuées en peine de prison à perpétuité. On peut souhaiter, il faut souhaiter que ces démarches aboutissent. On peut aussi imaginer qu'en amont du transfert de ces Français vers l'Irak, il y a eu une forme d'engagement non écrit des autorités irakiennes vis-à-vis de Paris de ne pas exécuter les Français si le juge irakien les condamnait à mort. Mais ça laisse absolument intact, non pas la controverse, mais l'expression de notre indignation dans cette tribune que vous évoquiez, et qui est double, c'est-à-dire le fait que la France, en acceptant ce transfert, a potentialisé aux yeux du monde entier le risque que certains de ses ressortissants soient exécutés, soient pendus. La France affaiblit son message universaliste, abolitionniste. Et la France risque de voir réduite son crédit. Si demain des Français étaient condamnés à mort et menacés d'être exécutés, aux États-Unis, en Chine, dès lors que des Français seraient exécutés à Bagdad, évidemment, le crédit de la parole de la France en serait affecté. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Et puis enfin, pour terminer, c'est évidemment un coup de canif historiquement sans précédent, cette affaire. Parce que, évidemment, que ces djihadistes ne méritent pas d'être traités avec beaucoup de mansuétude. Et évidemment qu'en fonction de la gravité des crimes qu'ils ont commis, c'est l'application de lois sans doute très sévères à leur endroit qui peut être requise. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que on a une obligation internationale, constitutionnelle, morale, politique, évidemment, de respecter cette abolition, mais de faire en sorte de ce qui est une forme de loi du talion légale, de ce qui est symboliquement un retour à la barbarie, eh bien, ne soit pas relégitimé à travers le monde. Et donc, par cette action, la France a contribué, d'une certaine façon, à relégitimer la peine de mort au moment où la majorité des pays de la planète s'échinent avec plus ou moins d'efficacité à ce qu'elle soit universellement abolie, et au moment où le Sri Lanka, après avoir connu ces attentats terribles, a décidé brutalement de restaurer la peine de mort. Donc on voit bien que le message lancé par la France, en acceptant ce transfert vers les prisons de Bagdad, même si les peines sont commuées, est assez tragique, est une entorse lourde, comme je viens de l'indiquer, et potentiellement peut ruiner, affecter notre propre parole universelle. Une précision, donc, ce que vous avez dit est important. Les Français qui ont été condamnés cette dernière semaine en Irak combattaient en Syrie. Ils ont été soit arrêtés, soit se sont rendus aux autorités. C'est à ce moment-là qu'ils ont été transférés de la Syrie vers l'Irak. Et vous dites aujourd'hui, on a la certitude qu'a priori, ils ne seront pas exécutés. Non, je dis, il faut souhaiter. De certitude, personne ne l'a. Et puis, il faut rappeler que... Il est possible qu'il y ait eu un deal entre les autorités irakiennes et françaises. Je ne suis pas sûr... Alors, c'est ambivalent, parce que je ne suis pas sûr qu'on doive se réjouir du fait qu'il y ait un deal, parce que ce n'est pas non plus l'expression la plus exemplaire du respect du principe de la séparation des pouvoirs. Mais en même temps, il faut le souhaiter si, évidemment, ça épargne. Mais ça ne change rien sur le fond. Ça ne change rien sur le fond, alors même que, quand on entend certains des ministres de notre gouvernement qui disent... l'Irak, c'est un état de droit, c'est une blague. Enfin, moi, j'étais à Bagdad, certains de nos confrères qui ont assisté à ces procès expéditifs, justice d'abattage, où les avocats n'exercent aucune espèce de droit de la défense, ne peuvent pas visiter leurs clients. Dire que c'est un état de droit, c'est juste une espèce d'habillage pour essayer de se déresponsabiliser, voire se déculpabiliser, d'avoir laissé
prendre ce risque à certains de nos ressortissants. Le déshonneur de la France, pour reprendre le terme que vous avez utilisé dans votre tribune, c'est donc d'une part d'avoir ces condamnations, de les avoir laissées se faire et donc a fortiori de leur exécution si tel était le cas, d'une part, et donc d'avoir utilisé d'autre part le terme d'une justice équitable, notamment... non, il n'y a pas de procès équitable à Bagdad. Il n'y a pas de procès équitable. Alors, ça rend encore plus insupportable ces sentences de peine de mort. Alors, si elles étaient prononcées dans un procès ultra exemplaire, ça resterait tout autant insupportable. Mais ça rajoute un élément, évidemment, qui rend tout ce processus absolument détestable. Je voudrais rajouter une chose. Là, vous savez, le gouvernement français, notre gouvernement, à force, chauffant sans doute l'opinion publique pour les voies les plus démagogiques et les plus emballées par la surenchère, notre gouvernement, à force d'avoir dit aux Français, tout sera fait pour qu'ils ne reviennent pas, tout sera fait pour qu'ils y restent, quoi qu'il en coûte. Enfin, la position a fluctué en fonction des mois. Non, elle n'a pas vraiment fluctué. Il y a eu une espèce d'aménagement, puis cette théorie du cas par cas. La théorie du cas par cas, c'est l'habillage du cynisme d'État. C'est-à-dire qu'au fond, on fait venir les orphelins parce qu'il n'y a pas de géniteur, et comme il n'y a pas de géniteur, il n'y a pas de risque politique, et il n'y a pas d'inconfort vis-à-vis de l'opinion publique à faire revenir les orphelins, puisqu'on ne fait pas revenir les mères, parce que les mères sont mortes. Donc, non. Il y a eu, oui, des oscillations dans les éléments de langage. Par contre, il y a eu répétition d'éléments de langage du type de celui de Florence Parly qui dit s'il y en a qui meurent sous les bombes, c'est pas grave, qui crèvent, quoi. Bon. Donc, cette logique de qui crève, y compris d'ailleurs les enfants, pas dit comme ça, pas dit aussi brutalement, parce que ce sont des enfants, il y a une partie de l'opinion publique qui approuve ça. Et dès lors qu'on est rentré dans cette mécanique, on participe aussi à re-ratifier l'idée que la loi du talion, ça peut s'appliquer d'une façon ou d'une autre, par des exécutions extrajudiciaires, par l'application de la peine de mort, ou parce que les gens crèvent sous les bombes, ou parce que les conditions humanitaires des camps dans lesquels ils sont font que demain, et on le sait, il y a des enfants qui sont, et c'est chronique de mort annoncée, en risque eux-mêmes de mourir. Donc derrière tout ça, je termine sur ce point, derrière tout ça, le gouvernement français a pris le risque de ratifier, après c'est difficile de faire marche arrière, une forme de déshumanisation dans l'application d'un certain nombre de principes, et a pris le risque aussi d'ébrécher deux tabous considérables, deux tabous constitutifs de notre histoire et de notre patrimoine juridique et moral, la peine de mort, on le disait à l'instant, et l'obligation de porter secours à des enfants français ici en très bas âge en danger. Et ce sont ces deux tabous, parce qu'ils ont été ébréchés, qui font qu'effectivement, il y a une communauté de citoyens français, pas simplement des juristes, qui tirent la sonnette d'alarme, parce qu'ils voient aussi les effets à long terme dévastateurs pour nous-mêmes et, encore une fois, pour la crédibilité de notre parole. Quelle serait la bonne réponse judiciaire? On parle d'un tribunal international, on connaît les difficultés de la justice internationale à précisément rendre des... Alors, moi, je fais partie de ceux qui disent les Français qui commettent des crimes à l'étranger, particulièrement les crimes les plus graves, et évidemment ce sont les crimes les plus graves, a le devoir de les juger. Sauf si le pays dans lequel ces crimes ont été commis présente des garanties suffisantes de respect du principe. Les Irakiens ont énormément souffert des crimes du groupe Raison de plus. Ils ont un fardeau gigantesque à gérer, qui sont ces milliers de détenus venus du monde entier. Raison de plus de se dire qu'on va... Mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit, eux, à revendiquer le fait de rendre justice pour les crimes commis dans leur pays? Je ne conteste pas le droit des Irakiens à affirmer cette souveraineté judiciaire. Je conteste la surdité hypocrite avec laquelle la France se conduit face à un pays qui ne respecte pas les grands principes du procès équitable, où la justice qui est pratiquée est une justice d'abattage, et qui devrait faire ressurgir une compétence, à ce moment-là, prioritaire de la France. Alors vous évoquez un tribunal spécial. Pourquoi pas? Les crimes qui ont été commis par les agents de Daesh, quel que soit leur niveau de responsabilité, sont des crimes qu'on appelle de nature internationale. Ils sont susceptibles, et certains le font, d'être qualifiés de crimes contre l'humanité. Pourquoi pas? Deux observations rapides. Il faudrait un consensus politique dont, pour l'instant, on est extrêmement loin. Et plus la crédibilité d'un tribunal spécial doit être grande, et peut être grande, et plus il faut qu'elle soit adossée à un consensus qui ne soit pas simplement un petit arrangement entre 2-3 pays. Et puis un deuxième problème extrêmement sévère, extrêmement sérieux. Si on fait un tribunal spécial international, où la communauté internationale se mobilise,
qu'est-ce qu'on va dire aux victimes des crimes contre l'humanité commis par Bachar al-Assad? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Est-ce que ce n'est pas un crachat dans leur figure de se mobiliser en disant priorité absolue de lutter contre ces terrorismes et d'espérer effacer la politique quand même prodigieusement attentiste, voire cynique, enfin tout le monde la connaît, elle a été commentée ici sur ce plateau pendant des années et des années, où depuis maintenant des années justement, 400 000 morts, des millions de disparus, des crimes abominables commis, sans l'ombre d'une réponse judiciaire, parce que il y a des jeux politiques très complexes qui ont amené la Russie à reprendre la main, et parce que le Conseil de sécurité est bloqué par le veto russe. Donc ce deux poids deux mesures, à mon avis, rend l'hypothèse d'un tel tribunal spécial gravement hypothéquée, et ça affecterait lourdement sa crédibilité, et ça réduirait la dimension universelle de la justice pénale internationale. Un mot des enfants de ces djihadistes français qui ont été pour certains condamnés à mort, plusieurs centaines aujourd'hui, notamment dans 2 camps en Syrie. Là encore, la position de l'État français est extrêmement ambivalente. À la mi-juin, une vingtaine d'enfants a été rapatriés, mais pas tous. Comment expliquer là encore cette politique du cas par cas ? Moi, la politique du cas par cas, c'est le discours d'Emmanuel Macron à Abu Dhabi. Je dis, c'est l'habillage du cynisme d'État. Bien. Le cas par cas, c'est quoi le cas par cas? Je répète, fait venir des orphelins, évidemment les orphelins qui sont en danger de mort, évidemment, il faut aller les chercher. Bon. C'est pas un exploit, c'est pas un geste d'un héroïsme humanitaire extraordinaire. Non, il y a une obligation, on ne cesse de le répéter, et il se trouve que le défenseur des droits dans ce pays le dit, la Commission nationale consultative des Nations Unies le dit, la Commission nationale consultative française le dit, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies le dit. Bon. L'opinion publique française est plutôt contre. Comment est-ce que vous expliquez que ce verrou-là aussi quand il y a des députés, quand on entend des responsables publics dans ce pays, qui pour la première fois... C'est le dialogue politique, c'est le discours politique qui a fait sauter ce verrou. Disent à propos de ces enfants que d'une certaine façon, ils pourraient être responsables de leurs parents, qui seraient infectés par le sang qui coulerait dans leurs veines. Des bombes à retardement. Des petits mômes de 4-5 ans. Nous, on a entendu les rires l'autre jour au téléphone des enfants de Mélina Bouguedier qui sont rentrés qui ont été récupérés à Mossoul, on se souvient dans quelles conditions il y a bientôt 2 ans, qui sont pris en charge par des services sociaux français qui ont montré toutes leurs compétences et leur expertise, qui voient leurs grands-parents, et qui sont l'expression même de la résilience qu'on peut et qu'on doit attendre. C'est le seul résultat d'un discours politique où il y a quelque chose qui a sauté. C'est le traquenard dans lequel la France, aujourd'hui, s'est piégée elle-même en adoptant un discours démagogique, de surenchère, en se laissant déborder par des voix saumâtres. On prend le risque aujourd'hui que les enfants français crèvent, des enfants de 3-4 ans, des enfants qui ne sont pas responsables de leurs parents, des enfants où on devrait avoir le devoir absolu d'aller les récupérer. Et c'est également une situation sans précédent où à la fois les autorités administratives françaises, les contre-pouvoirs ici, qui sont les vigies dans le respect d'un certain nombre de principes, tirent la sonnette d'alarme, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme, et M. Jean-Yves Le Drian et M. Emmanuel Macron font le gros dos. Je pense que tout ça, malheureusement, va laisser des taches indélébiles sur ce mandat, sur cette décennie, et caractéristique d'une politique court-termiste. Et le court-termisme, on le sait, c'est toujours l'antichambre de la démagogie. Merci beaucoup William Bourdon d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Belle journée à vous. L'info continue juste après la pause avec Damien Coquet.